moi, j'ai toujours souffert, quand j'ai commencé dans ce métier, de la réaction de spectateurs qui, quand je leur proposais, par exemple, Le Prince de Hambourg dans la mise en scène de Mathias Langhoff avec Gérard de Sarthe, ou Le Cid dans la mise en scène de Declan Donnellan avec William Nadilam, me disaient « Oh non, oh non, 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 j'ai vu ces spectacles dans La Cour d'honneur, dans la mise en scène de Jean Vilar avec Gérard Philippe. Non, non, c'est pas possible. Non, non, pour moi c'est révolu, c'est terminé. » Et je pense qu'une part d'entre nous avait ce type de réflexe par rapport à votre nouvelle mise en scène si proche du soulier de satin. Eh bien, je ne parle qu'en mon nom personnel, mais j'ai été surpris, bluffé, scotché, comme diraient les ados, par la qualité de votre proposition qui m'a semblé tout de suite d'une très grande originalité. Certes, elle se démarquait de la mise en scène d'Antoine Vitez, mais elle ne cherchait pas à s'en démarquer aux antipodes. Elle était simplement une nouvelle proposition de lecture réjouissante avec un certain nombre d'éléments personnels, de créativité, d'originalité, dont on va parler évidemment pendant cet entretien. Alors, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est celle de savoir quelle a été petit à petit votre relation avec Claudel jusqu'à mettre en scène cet immense soulier. J'ai lu dans la presse que vous aviez été impressionné déjà par le film de Manuel de Oliveira. Est-ce que ça a été un déclic ou bien est-ce que ça a été simplement une sorte d'initiation à l'œuvre? Quel était votre rapport à Claudel avant le film de Oliveira et comment ce film vous a-t-il fait évoluer jusqu'au choix du soulier de satin? J'étais élève au conservatoire avec Madeleine Marion, donc, qui jouait la religieuse dans le soulier de satin de Vitez. Je n'ai pas vu le soulier de satin à Avignon, malheureusement. Je l'ai vu à Chaillot. Vous m'entendez? Il y a des petites hachures, mais je ne sais pas pour les autres. Mais ça doit être ma moi, je suis au fin fond. Moi, je suis au fin fond de la campagne flamande, alors évidemment, j'ai des problèmes de réseau parfois. Philippe, faites-moi un pouce comme ça si vous m'entendez bien et un pouce comme ça si vous n'entendez plus. Mais voilà. Ok, pas de souci. Pas grand-chose. Donc, voilà quel était mon rapport avec le soulier de satin de Vitez, qui avait été un grand choc. Mais c'est vrai qu'il avait été antérieur, puisque j'ai découvert le film de Manuel de Oliveira, que Vitez détestait d'ailleurs. Je l'ai découvert que je devais avoir 15 ans. Donc, j'étais un claudélien déjà extrêmement contaminé et j'ai été ébloui par le film de Manuel de Oliveira. Bon, quand je l'ai revu, j'avais une autre vision du soulier dont Vitez n'était pas étranger, à laquelle Vitez n'était pas étranger. Ce qui est très important, c'est de se rappeler que Vitez a fait le soulier de satin en le dédiant à Barrault, hein, comme un hommage à Barrault. Donc moi, ça a été possible quand j'ai commencé à faire le soulier de satin comme un hommage à Vitez. Et avec l'idée, pas du tout que j'étais en rivalité avec une autre version, évidemment mythique, mais que je prenais le flambeau de quelque chose qui avait commencé avec Barrault, que Vitez avait récupéré. Et moi, je pouvais continuer et j'avais évidemment à mes côtés Philippe Girard qui jouait le premier rôle et qui pouvait m'aider dans cette voie. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, comme j'étais jeune, prétentieux et arrogant, je pensais avoir vu des choses dans le soulier de satin que Vitez n'avait pas vu. Pas vu ou qu'il avait vu, mais qu'il n'avait pas mis en scène, parce qu'on ne peut pas tout mettre en scène
dans une mise en scène. C'est ça qui est important. Et j'en vois plusieurs. La première, évidemment, c'était la spiritualité, parce que Vitesse était dans un contexte néo-marxiste et qu'il devait sans arrêt se défendre de monter Claudel. Je n'avais pas à le faire. Le fait d'être catholique n'a rien à voir avec cela, mais en tout cas, j'avais, par rapport à la question théologique, un rapport direct, décomplexé. Ensuite, c'était la comédie, parce que je trouvais que ça manquait beaucoup dans le magnifique spectacle, évidemment, de Vitesse, mais que les parties de comique pouvaient aller beaucoup plus jusqu'à la farce. Et ça, Renée Nantais, la fille de Claudel, m'avait aiguillonné sur ce point-là en me disant papa était content quand il avait trouvé un livre qui disait Claudel le cosmique, parce qu'il croyait que c'était Claudel comique. Donc l'idée que le comique était central et que c'était là que Claudel était le plus transcendant, peut-être. Donc évidemment sur toute la dernière partie, sur la 4e journée. J'étais parti aussi, non pas du Gallimard, mais du manuscrit qui est chez Bodmer, qui était à l'époque à la Fondation Bodmer, et qui avait été édité aux Belles Lettres, différent à 1% ou à 0,5% du Gallimard, mais très différent dans la ponctuation, parce que c'est le manuscrit, c'est l'édition du manuscrit de Claudel, et Claudel se foutait de la ponctuation, il donnait ça à Gallimard, et après il y a quelqu'un qui a rajouté des points d'exclamation partout. Et ça changeait sensiblement la lecture que je pouvais en avoir. Et puis, une dernière chose qui était très importante pour moi, qui ne m'appartenait pas, le thème de la mondialisation, qui est si important dans l'œuvre, puisque c'est une méditation sur la Terre réunie, sur la forme de la Terre, sur le globe. Ce thème-là n'était pas très présent en 88, et en 2005, au contraire, il était devenu absolument central, ce qui déplaçait la lecture politique de la pièce. Alors, tout à l'heure, je parlais d'ambition, parce qu'il en faut pour provoquer un public sur une aussi longue durée. Il en faut aussi pour réunir une aussi vaste distribution. Et se pose évidemment, et c'était déjà posé à Claudel, à Vitesse en son temps, la question de la production. À l'époque, je crois que vous dirigiez un petit centre dramatique qui était celui d'Orléans. Vous aviez des complicités avec votre prédécesseur devenu directeur, je crois, du Théâtre national de l'Odéon, c'était Stéphane Braunschweig. En dehors d'Orléans et de Stéphane, comment avez-vous réussi à trouver les moyens de la production, parce qu'elle semble, pour le spectateur ordinaire que nous sommes, un obstacle énorme. Oui, on avait peu d'argent. À vrai dire, j'avais la moitié moins de Vitesse 15 ans après, en termes de budget. Donc, on s'est vraiment demandé à mi-parcours si on allait s'arrêter, parce qu'on n'était pas certain de pouvoir payer 4 ou 5 mois de répétition avec une troupe de, je ne sais plus combien nous étions, 24 ou 25. On l'a fait dans des conditions extrêmement difficiles, avec évidemment des tout petits salaires, et c'est l'énergie de la troupe qui voulait à tout prix vivre cette aventure qui a suppléé les moyens que nous n'avions pas évidemment à Orléans, qui n'était pas un théâtre national. Mais enfin, on voulait le faire et on a tenu le coup. C'est surtout qu'il faut vous avez alterné. Pardon. Il faut quand même répéter 4 ou 5 mois pour faire le Soulier. C'est le temps de répétition qui coûte. Mais oui. Oui. Vous avez alterné les parties et les intégrales dans la programmation, un peu comme l'avait fait Vitesse. Oui, bien sûr. Je ne me rappelle plus très bien au Théâtre de la Ville. À l'Odéon, je sais, donc on avait fait une version en 2 parties avec quelques coupes pour pouvoir quand même rentrer dans 2 parties de 4h30.
et on faisait une intégrale le samedi, de 11 heures donc, et une intégrale le dimanche, ce qui était très très dur, puis 2 jours de repos, ce qui était pour, je pense surtout pour Philippe, extrêmement dur. Parce que le rôle de Rodrigue devient de plus en plus important et de plus en plus lourd à mesure qu'on avance dans la pièce. Oui, absolument. Oui. Non, mais je vous posais aussi la question parce que dès la première séance, j'avais posé la question de la disponibilité du spectateur, puisque c'est quand même un projet qui, déjà chez Claudel, s'adresse au plus grand nombre, enfin, parce que Claudel n'était pas du tout un auteur élitiste, contrairement à l'idée que certains ont de lui. Et donc, les mises en scène successives ont... non, le Soulier est un spectacle populaire. C'était la volonté de Claudel. Je ne sais pas si le Claudel voilà, absolument. Le Claudel de la Ville est quand même un petit peu plus obscur et abscon et élitiste. Le Soulier, certainement pas. On va le vérifier. On va le vérifier dans le cours de notre conversation. Effectivement, c'est un spectacle, c'est une écriture qui appelle un théâtre populaire. Et c'est pour ça que se posait la question de la durée et la question de la disponibilité du spectateur à travers justement ce découpage entre intégrale le week-end et présentation morcelée. Vitesse l'avait fait avant nous, donc on n'avait pas de mérite à ce niveau-là. Vitesse avait déjà prouvé que le public pouvait répondre à l'aventure, à l'héroïsme de l'aventure. Donc là, nous, on était certains que quand on lèverait le rideau pour le Soulier de satin, on aurait des salles pleines et pleines pour 11 heures d'aventure. Ça, on n'avait pas de doute. Et puis, c'est vrai, moi, j'avais monté beaucoup de spectacles très longs, à peu près du même volume précédemment. Donc, on savait faire avec ce genre d'aventure. Je voudrais maintenant rentrer un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler l'esthétique du spectacle, son décor, si on veut parler à l'ancienne, sa scénographie, fort démarqué, je le disais tout à l'heure, des options d'Antoine Vitesse. Antoine Vitesse avait plutôt choisi l'option du plateau nu, faiblement habité par un certain nombre d'objets artistiques, symboliques, choisis par Yannis Kokos ou proposés par Yannis Kokos. Il me semble que l'esthétique de votre spectacle est beaucoup plus pleine par rapport à l'occupation du plateau. Peut-être, même si certains éléments de Yannis Kokos, je pense aux maquettes et aux figures de proue, plus naïves encore, plus naïves, plus enfantines, plus foraines aussi, une sorte d'esthétique de tréteau qui appelle, on en parlera plus tard, un jeu beaucoup plus saltimbanque que celui proposé par Antoine Vitesse. On y retrouve des éléments qu'on suit dans toute votre carrière de metteur en scène. On voit des praticables notamment peints en peinture noire, mat, comme les fameux escaliers chariotés, presque monumentaux, enfin en tous les cas imposants, qu'on retrouvera dans les illusions comiques et qui fonctionnent avec une efficacité, une symbolique toujours très forte. Alors là, une spécificité par rapport à l'ensemble de vos spectacles, me semble-t-il, c'est les trois couleurs noir, rouge et or, qui me paraissent totalement justifiées à la fois par rapport à la dette que Claudel peut avoir à Shakespeare,
Hein, on se souvient que Yann Cott, par exemple, disait que Macbeth est une pièce en noir et rouge. Hein, ce noir et rouge est absolument essentiel, au-delà même de la référence à Stendhal et au romantique. Le romantisme est très présent, et puis aussi, évidemment, avec cette couleur or, le siècle d'or espagnol, l'utopie, le fantasme de l'Eldorado, de la conquête, qu'on retrouve dans de nombreux éléments. Il y a d'abord le sol, qui est presque un sol doré. Il y a la façade grandeur architecturale de l'église, l'église Saint-Nicolas, je crois. Enfin, bon, la petite maquette de la même église qui apparaît comme une mise en abîme. Il y a le pourpoint du roi, il y a les armures de Rodrigue et de Prouez. Voilà, cette présence de l'or est constante. En même temps, elle est assumée comme du faux or qui fait théâtre, hein, d'où mon allusion à la dimension foraine. Et puis, il y a, alors c'est peut-être le point commun entre l'esthétique de Cocos et la vôtre, les maquettes de bateaux, voilà, le microcosme, comme la petite église à laquelle je faisais allusion. Voilà. En tous les cas, vous avez inventé avec votre scénographe une esthétique très particulière pour ce spectacle. Et j'aimerais, si vous en avez des souvenirs, que vous nous rappeliez un petit peu le cheminement de ces trouvailles. Je ne parle pas des voiles, des drapés qui évoquent à la fois les rideaux de théâtre et les voiles de navire. Voilà, c'est très riche. C'est très riche et en même temps, c'est très basique, c'est très simple. Il ne faut pas oublier que Vitesse a pensé, avec Cocos, a pensé son spectacle pour la cour du Palais des Papes. Voilà. Donc, voilà, c'était très agissant dans les choix scénographiques qu'ils ont faits. Nous, on pensait d'emblée à des lieux fermés. J'avais la sensation que la pièce était beaucoup plus nocturne que la version de Vitesse, peut-être plus sombre même par certains côtés. Et puis, l'or s'est imposé assez vite parce que Claudel était fasciné aussi par les églises baroques, par l'or des églises baroques. On avait déjà travaillé avec Pierre-André sur des décors avec du laiton et du cuivre pour rappeler l'idée de l'or, mais c'est vrai que c'est un or de pacotille, et ça aussi c'est important. L'esthétique des tréteaux, elle est définie par Claudel lui-même dans la préface. Donc, à mon sens, si on essaie d'y échapper, on se trompe. Si on revient à un théâtre plus psychoréaliste, à mon avis, on se trompe. Il y a vraiment l'idée que le monde va être figuré par ces théâtres. Donc, on a le théâtre espagnol, on a le théâtre shakespearien, pourquoi pas la commedia dell'arte, la farce, et puis par moments aussi le théâtre bourgeois à la française. Il y a tous ces théâtres-là. Donc, il fallait aussi qu'à travers le soulier, il y ait toujours un équivalent, c'est ce que j'avais dit à Pierre-André, entre les bateaux et les théâtres. Théâtre égale bateau, je lui avais dit. Donc, c'est une guerre entre plusieurs théâtres, le soulier de satin, surtout évidemment la 4e journée. Et ces théâtres sont représentés par des bateaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec un budget extrêmement réduit, comme je le disais, on a fait un spectacle qui s'apparentait plus à l'esthétique de l'opéra, alors qu'à mon sens, le spectacle de Vitesse ressemblait plus à une sorte d'atelier, parce que Vitesse adorait l'esthétique de l'atelier, c'est-à-dire faire avec justement des maquettes de bateaux, pas des bateaux entiers. Et avec Pierre-André, on avait déjà commencé une aventure assez importante à l'opéra, donc je pense qu'on a amené un peu de cette esthétique de l'opéra, aussi parce que Le Soulier de Satin est un opéra parlé. Voilà pour ce qui est de l'image. Et puis, je ne sais pas ce qu'il en reste en vidéo, mais
on avait aussi un rapport à la lumière extrêmement différent. D'abord parce que oui, on en parlera tout à l'heure. on n'avait pas la même esthétique, Vitesse et moi. Je ne pense pas que Vitesse était passionné par la lumière. Il aimait qu'on voit bien les acteurs et puis c'est tout. Nous, au contraire, on voulait sans arrêt que quelque chose du reflet du soleil sur la mer soit présent dans un éblouissement qui éloigne l'œuvre qui est sur le plateau, qui l'éloigne de la rationalité. Par certains moments, le soulier de satin doit être un rêve éveillé. Pour le spectateur qui a déjà 8 ou 9 heures de Claudel dans les oreilles, il arrive à un rapport quasiment hypnotique. Et là, je dois dire que je suis un chemin qui n'est pas du tout celui de Vitesse. Nous sommes dans l'hypnose, la fascination, et pas du tout dans un rapport de mise en contact direct avec la psychologie du spectateur. C'est très intéressant, notamment pour la dernière scène de la 3e journée. Vitesse fait que Rodrigue et Prouès se touchent beaucoup, vont beaucoup au sol, et il rend la version beaucoup plus psychologique. Alors que nous, au contraire, on a fait quelque chose de beaucoup plus vieux théâtre, en quelque sorte, et il y avait une immobilité de pratiquement 25 minutes sur fond d'or. On emploie là des esthétiques assez opposées. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui m'avait frappé, qui est très intéressant. Vitesse rêvait d'abord de reprendre encore le soulier de satin. C'est les acteurs qui ne l'ont pas laissé faire. Et de reprendre le soulier de satin dans une petite salle. C'est-à-dire d'échapper au grandiose et d'être plus proche du texte et du sens du texte. Et je trouvais cette idée aussi très juste. Moi, j'aimerais beaucoup faire ça un jour, refaire un soulier de satin, mais pour 250 personnes, dans une petite salle, et qui ne reposerait que sur le texte. Parce qu'évidemment, dans le grand flot lyrique du soulier, on peut avoir une perte d'attention sur certaines trouvailles intellectuelles et poétiques. Oui, puis il y a quand même cette problématique du théâtrum mundi dans le soulier de satin, ce grand théâtre du monde, mais qui est capable d'être restitué au public sur une toute petite scène. Et il me semble que la dialectique de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, hein, du cosmique, qui est d'ailleurs très, très présent dans votre scénographie, puisqu'il y a à la fois cette espèce de gong géant bleu tacheté d'étoiles dorées qui représente un peu à la fois la roue de la fortune et la roue du monde, enfin et qui est rappelé par ce magnifique œuf, enfin, ou cette magnifique sphère dorée, ah oui, une sphère. qui est roulée sur le plateau à des moments importants et précis du spectacle. Donc, voilà, l'idée de pouvoir faire rentrer le monde tout entier, son universalité, sa cosmicité dans une toute petite salle, effectivement, j'imagine que pour un metteur en scène, ça doit être un projet tout à fait utopique et excitant. Il ne faut pas oublier l'exergue du soulier de satin, ce proverbe portugais, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Bon, ouais. Ça peut passer pour une banalité si on n'y prête pas beaucoup attention. Évidemment que la Providence s'inscrit dans tout un labyrinthe de vicissitudes. Mais ce n'est pas à titre personnel qu'il faut entendre cela. Quelles sont ces lignes courbes? D'abord, c'est un cliché, c'est même un cliché sexiste, mais c'est le corps de la femme qui a des lignes courbes. Donc, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, c'est à la fois l'érection virile claudélienne et en même temps les courbes de la femme. Il faut voir le dessin de Dieu dans l'éros. Ça, c'est l'idée majeure du soulier de satin, une idée en avance sur le plan théologique, à tel point que Ratzinger
en sera impressionné puisqu'il il a connu le soulier de satin par la traduction allemande de Balthazar, qui était son maître en théologie. Donc il y a une influence très grande de cette idée-là. L'Église en est très loin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est aussi les lignes courbes pour sortir de la géométrie euclidienne? C'est la forme du monde. Donc il y a une obsession chez Claudel, d'abord une obsession sexuelle, mais celle-là tout le monde la connaît. Il faut absolument comprendre que Claudel est un obsédé sexuel, hein, sinon on ne comprend pas Claudel. Que c'est pour lui, c'est fondamental, c'est à la fois une catastrophe, une tragédie, une énigme, etc. Mais l'autre énigme, c'est le monde. Dans le contexte politique du traité de Versailles, ce monde se résume un peu à l'Europe. Il faut d'abord unir l'Europe, il faut faire l'Europe. Ça aussi, c'est une idée incroyable parce qu'on est en 29 hein, et que l'idée européenne se construise dans le soulier de satin. Tout le grand discours de Rodrigue à la fin, c'est dans le contexte du traité de Versailles, mais c'est encore valable aujourd'hui. Il faut construire l'Europe et à partir de l'Europe, il faut construire l'unité du monde. La globalisation, il en a conscience et il a conscience qu'elle aura lieu par l'Amérique, même s'il a détesté New York et s'il déteste le capitalisme. Claudel est un anticapitaliste. Il a conscience qu'elle aura lieu par l'Amérique, là c'est la ligne courbe du dollar, mais il a conscience qu'il faut passer à travers l'Amérique, comme le fait Rodrigue, creuser ce canal de Panama pour réunir la totalité du monde, l'Orient et l'Occident. Donc ce projet est titanesque, il est systémique, il appartient à l'héritage du 19e siècle, il est même hegelien. Il y a l'idée que quelque chose dans le destin de l'homme va vers l'union, la réunion, et par la réunion, une transcendance. Il est contemporain de Teilhard de Chardin, qui a exactement les mêmes idées à ce moment-là. Cette idée du monde qui doit se réunir et du destin personnel du poète, de l'homme politique ou du diplomate lié à la réunion de toute la Terre, à la conscience que la Terre n'est qu'une boule. Et c'est pour ça que, avec Pierre-André, on avait tenu absolument à ce que cette boule apparaisse. Aux mêmes époques, Sloterdijk écrivait Sphérologie, un livre tout à fait éclairant pour comprendre le soulier de satin. Nous devons arrêter de penser avec des lignes droites. Il faut penser de manière non euclidienne avec la forme de la Terre, qui fait que quand on part d'un point, on revient toujours à ce point-là, qui fait qu'il n'y a pas de centre et que chaque homme peut être le centre, qui fait que la croix n'est pas ici ou là, indépendamment de tous les nationalismes. La croix est sur l'eau et elle est errante sur l'eau. C'est la croix du frère jésuite qui indique en quelque sorte que nous sommes sur une sphère puisqu'elle est errante. Il y a dans le soulier de satin un projet catholique au sens évidemment étymologique, catholicos universel, et Vitesse n'a jamais cessé de le dire. Il a pu au moins rejoindre Claudel sur ce thème de l'universalité, du catholicisme, pas du catholicisme au sens théologique, mais au sens politique, de l'idée de chercher l'universel, l'universalité. Et le soulier de satin donne deux réponses. D'abord, qu'est-ce que l'amour? Il pose cette question et il donne une réponse. Il ne se contente pas de poser la question. Et quel est le destin politique de la planète? Là aussi, il donne une réponse. Et à mon avis, c'est pour cela qu'une nouvelle génération de spectateurs reste passionnée par le soulier de satin. Et j'ai vu des adolescents avaler ces 11 heures de Claudel, alors que leurs parents leur disaient que Claudel c'était vieux, c'était chiant, c'était réac, c'était je ne sais quoi, parce qu'ils entendaient là une réponse à ces deux questions fondamentales, le politique et l'érotique. Oui, vous montrez bien dans votre mise en scène effectivement ce qui relie le soulier de satin à la philosophie baroque de Balthazar Gracian, au théâtre du siècle d'or, à Shakespeare. Et ça, il me semble que vous le montrez mieux par les signes scéniques
que ne l'avait fait Antoine Vitez, mais qui, lui, évidemment, dans le miracle d'Avignon, avait au-dessus de ses acteurs, il avait le ciel. Voilà, il avait le ciel. Vitez aussi avait une lecture du Soulier de Satin à laquelle j'adhère tout à fait, qui était qu'on peut le lire comme une biographie déguisée. Mais il était très attaché à cette idée que le moindre personnage pouvait être retrouvé dans la biographie de l'auteur. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Le conseiller qu'il a eu à Prague, c'est Don Ramire, il n'y a aucun doute. Mais disons, il l'avait fait, ça. Il l'avait fait, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'il il cherchait plutôt à psychologiser le jeu et la lecture du soulier. Ce qui n'a pas été notre position, pour une raison très simple, c'est que Vitez l'avait déjà démontré. Alors justement, ça nous fait une très bonne transition, puisque le point suivant sur lequel je souhaitais vous interroger, c'était celui de la distribution. Comment fait-on une distribution du soulier de satin ? Il y a des acteurs dans la distribution qui sont des familiers de votre aventure antérieure. Il y a des nouveaux. Je pense que c'était la première fois que vous faisiez appel à Jeanne Balibar, peut-être oui. D'ailleurs la seule, voilà. Voilà, comment on construit une distribution extraordinairement nombreuse du soulier de satin. Est-ce que ça rejoint quelque part la notion de famille, famille d'acteurs, ou bien celle, encore une fois, énoncée par Antoine Vitez dans un de ses écrits, de troupe mentale? Voilà, comment avez-vous mixé l'engagement d'acteurs que vous connaissiez très bien et qui vous étiez familiers et l'engagement d'acteurs nouveaux que vous aviez déjà vu jouer dans d'autres scènes, mais avec lesquels c'était un premier contact? J'avais une grande troupe, comme Vitez, j'avais une grande troupe. C'est vrai qu'il y avait quelques héritiers de Vitez dans la troupe, puis ça a continué. Ouais. J'ai hérité de tous les acteurs de Vitez et n'ayant pas rencontré personnellement Vitez, je les ai rencontrés à travers eux. J'avais une grande troupe, il manquait quelques rôles pour moi dans la troupe. J'avais pensé assez immédiatement à Miloud Ketib. Pour Camille, c'est un rôle considérable dans le soulier. Oui, qui lui vient plutôt de chez Patrice Chéreau. Enfin, on l'a plutôt il venait de chez Chéreau et de Régie. Moi, je l'ai connu chez Régie. Oui, chez Régie aussi. Voilà, j'avais envie de travailler avec lui. Jeanne, c'était beaucoup plus surprenant. Je la connaissais un peu. Je dois dire que j'avais personne dans la troupe pour pouvoir faire ce rôle-là. Irina Dahl, qui avait joué le rôle titre de la servante, avait arrêté le théâtre à ce moment-là. Donc, j'étais un peu sans grande figure féminine. Et je n'avais pas travaillé avec Jeanne, mais j'avais déjà une complicité intellectuelle avec elle. Elle a été très surprise quand je lui ai proposé ça. Elle n'a pas dit oui tout de suite. Je crois qu'elle avait quelques a priori sur la pièce et elle était très surprise. Et puis, dans l'ensemble, c'était la troupe, mais j'avais aussi travaillé 2 ans en amont. J'avais fait 2 stages assez longs, de 3 semaines chaque fois, avec des jeunes acteurs, et j'ai fait quelques rencontres magnifiques, dont Nazim Boudjena, par exemple, que j'avais rencontré dans le stage. Ensuite, il a fallu faire une distribution. Je ne distribuais pas du tout Michel Faux dans le rôle de l'ange. Pour moi, c'était plutôt Bruno Sermon qui devait faire le rôle de l'ange, parce que Claudel voulait un ange qui soit un samouraï. D'ailleurs, il est plus ou moins habillé en samouraï. Il a une armure de samouraï. Ou d'archange Saint-Michel. Ou Saint-Michel. Saint-Michel Faux. Voilà. Michel ne voulait pas des rôles que je lui proposais. Il ne voulait pas jouer les grammairiens alors que c'était génial pour lui. Et il n'avait pas lu la pièce, donc il ne comprenait pas de quoi je lui parlais. Et finalement, je lui ai proposé l'ange, ce qui était une erreur de casting, même s'il était génial.
Il était génial, mais c'était une erreur de casting. La scène était extraordinaire entre eux sur le plan intellectuel, mais ce n'est pas du tout l'ange que voulait Claudel. Et alors, pourquoi vous êtes distribué vous-même en Don Ramire? Bon, on sait que Vitesse, lui, avait adopté le rôle de Don Pélage parce que il y avait un écho entre Hernani et le soulier de satin. C'est-à-dire que le sous-titre attribué par Victor Hugo à Hernani, c'est Tres para una, hein, et qu'on retrouve cette structure de 3 hommes pour une femme Oui. dans le soulier de satin. Et il avait déjà joué le mari. Il avait déjà joué le mari dans Partage de midi. Donc, il reprenait toujours le rôle du mari. Voilà, Moi, absolument. Je ne pouvais pas faire le rôle du mari. J'étais trop jeune pour faire le rôle du mari. Mais c'est vrai que j'ai joué 2 petits rôles qui me semblent significatifs. Ramire, parce que d'abord, c'est peut-être le personnage homosexuel du soulier de satin. C'est un conseiller qui est amoureux de Rodrigue. Et je trouvais ça très amusant que je joue moi-même un amoureux fou jusqu'à être insupportable de Rodrigue. Et puis par ailleurs, Diego Rodriguez, qui est une parodie en 8 minutes de tout le soulier de satin, qui est une parodie de Rodrigue. Donc c'est pour ça que je me suis distribué dans ces petits rôles pour quand même avoir le plaisir de jouer avec les autres, même si c'était un peu difficile d'être acteur dans une mise en scène du soulier de satin. Ça n'a pas entravé le regard critique que le metteur en scène doit avoir sur le spectacle tous les soirs pour faire des notes, notamment aux autres acteurs. Vous aviez la possibilité de rejoindre la salle pour… D'abord, je ne fais jamais de notes. Alors, ça n'a pas entravé parce que je ne fais jamais de notes. Donc, d'accord. Et puis, c'était 2 fois 10 minutes. Donc, j'avais quand même le temps d'aller au restaurant, de faire des interviews, de faire des choses importantes pendant que les autres jouaient le soulier de satin. D'accord. On en a marre au bout de 5 mois de soulier de satin. On en a marre de Claudel. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est une aventure de 2 ans quotidiens. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec Claudel, avec mon manuscrit, avec le manuscrit original, à essayer de regarder ce qu'il y avait sous chaque tache d'encre. Non, mais c'est vrai parce que cette épée dit faire tristement son devoir dans l'édition NRF. Or, sous la tache d'encre dans le manuscrit, on voit que c'est faire chrétiennement son devoir. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et ça veut dire que pendant 2 ans, on regarde le manuscrit à la loupe pour essayer de comprendre. Et puis, il y a aussi des scènes totalement incompréhensibles, hein, comme la scène des saints. Je n'ai jamais rien compris. On a travaillé des heures. On avait fait une comédie musicale parce que c'était mortellement ennuyeux, la scène. On y viendra à la musique. Mais peut-être encore sur la question des acteurs et de la direction d'acteurs. Je reviens à cette allusion que j'ai faite au romantisme et à Victor Hugo. On a l'impression, et vous l'exaltez très fort dans votre mise en scène, que cette pièce, Le soulier de satin, est absolument déchirée, non pas entre la foi et le sexe, mais aussi mais entre le grotesque et le sublime. Alors le sublime, vous y avez fait allusion, il y a des tirades ou des monologues qui sont d'une émotion à pleurer. Et puis, il y a ces scènes que je ne sais pas trop qualifier. Est-ce qu'il faut les qualifier de grotesque, de burlesque, de farcesque, de carnavalesque? En tous les cas, il y a ces ruptures comiques sans lesquelles, je crois, le drame serait totalement indigeste. Alors,
Timidement, Antoine Vitesse nous en avait pointé quelques-unes, notamment celle des professeurs de Salamanque, le grammairien et son collègue, irrésistible. Mais vous les avez encore un peu plus pointés et accentués dans votre mise en scène, avec des comédiens d'une vis comica extraordinaire comme Michel Faux, bien évidemment. Comment ça s'est travaillé, ça, et comment vous avez repéré ça à la lecture au plateau, peut-être en improvisation avec les acteurs? C'est un point important de votre apport. Encore une fois, je voulais faire plaisir à René. Mon but était de faire plaisir à René Danté. Donc, je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse ce qu'elle me dit. Et elle m'a dit, soyez pas ennuyeux. Il faut surtout nous faire rire. Alors, j'avais l'impression d'être au plus proche de Claudel. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont écrit que j'avais réécrit des scènes, que j'avais rajouté des scènes. C'est extraordinaire le manque de travail. Ah oui, non, mais commentateur. Je crois que c'est très lié à la façon dont vous faites jouer certaines phrases. Voilà, Par exemple, l'université a besoin de plus d'argent. Voilà. Ça, c'est assez étonnant. Hein. Je sais que Le Monde avait écrit ça, comme quoi j'avais rajouté des scènes et que ce n'était pas utile de rajouter des scènes, qu'il y en avait déjà suffisamment. Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas eu le soulier de satin, c'est certain. Bon. Et qui croyaient encore que la mule, c'était un soulier, alors que quand même, la didascalie est assez claire, elle attache la mule à un arbre. Donc, si c'est un soulier, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est tellement énorme, c'est tellement savant que les commentateurs peuvent être complètement désemparés. Et ils ont été désemparés, je crois, parce qu'on a beaucoup ri. Et c'est vrai que Jean-François Perrier, John Arnold, Michel Faux, Sylviane Duparc, j'avais des grands comiques pour les scènes comiques. Alors, on a beaucoup plus répété les scènes comiques. Comme chacun sait, le comique, c'est beaucoup plus difficile. Alors là, c'était des répétitions interminables sur les scènes comiques. Alors que les grandes scènes lyriques, on ne pouvait pas travailler comme ça. On faisait beaucoup de lectures. J'essayais de préciser la pensée, et notamment la pensée théologique, à mes camarades, de les éclairer comme je pouvais. Et puis ensuite, ils jouaient la scène une fois, je donnais mon avis, je faisais quelques notes en répétition, et on se revoyait 3 ou 4 jours après pour la refaire une fois. Je parle des grandes scènes lyriques, des grands duos d'amour. Alors que les scènes de comédie, il fallait régler ça comme des horloges. Ce n'était pas exactement le même mode de travail. Par contre, on a toujours répété dans le désordre. Et là, je crois qu'on a eu raison. On n'a pas du tout répété de manière chronologique. On avait 5 mois dans un hangar que la SNCF nous avait prêté avec le toit crevé, où il faisait -4 la plupart du temps. On répétait avec des doudounes. C'était épouvantable, les conditions de travail. Il faisait un froid terrible. On répétait pas de manière chronologique. On a d'abord répété les grandes scènes fondamentales. Ce qui fait d'ailleurs que le premier mois de répétition, je n'ai eu que les 5-6 premiers rôles. Donc on a répété Camille, Prouès, Rodrigue, Prouès, Lange, etc. Une fois que ça a été construit, on s'est mis à répéter les scènes difficiles, qui étaient les scènes de comédie, les scènes de délire, les scènes de groupe, etc. Et on a fait l'intégrale aussi. Vitesse avait arraché 2 pages. Hein. Il avait arraché une scène, je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. La scène de ceux qui partent, des conquistadors qui partent et qui veulent s'habiller en rouge. C'est une scène que j'aimais beaucoup, qui me faisait beaucoup rire. Je ne sais pas pourquoi Vitesse l'avait arraché. C'est très étrange. Nous, on a quand même coupé un tout petit peu quelques répliques dans la 4e journée, dans l'immense scène de Rodrigue avec la cour. Mais Vitesse avait fait des coupes aussi. Parce que là, ça devient indigeste après 11 heures de… Avec le chancelier et les ministres, là. Oui, ce sont des scènes qui sont passionnantes sur le plan politique. La tentative ratée
de ne pas humilier l'Allemagne dans le traité de Versailles, ouais. transposition, c'est tout à fait passionnant. Mais ça arrive un peu tard, après 11 heures de théâtre. Ouais. Alors, je voudrais vous parler maintenant de la musique, parce que c'est une des autres originalités, à mon avis, de votre mise en scène, c'est d'avoir répondu aux nombreuses didascalies proposées par Claudel et peut-être même à avoir rajouté certaines initiatives personnelles concernant l'accompagnement musical de la pièce, c'est-à-dire les intermèdes, mais aussi certains passages chantés, la relation au cabaret. Il y a même un certain moment où on pense carrément au song de Brecht et à l'opéra de Katsu. Vous en avez fait presque une œuvre de théâtre musical ou de cabaret forain à certains moments. Et j'aimerais savoir comment ça vous est venu. Est-ce que c'était une intention de départ ou encore une fois, est-ce que c'est le processus de répétition qui vous a fait découvrir le désir de musicalité de la pièce? Non, j'ai toujours fait du théâtre musical. Mais il se trouve que Pierre-André Wetz, qui est le décorateur de notre soulier, et qui joue aussi Daibutsu, le japonais. Oui, oui. Et c'est une idée très belle et qu'il a eue qu'on le voit dessiner, tout en jouant, on le voit dessiner les estampes. Les estampes. Voilà. Les estampes. Je pense que c'est très beau. Les estampes géantes. Les estampes géantes. Et donc, chaque soir, il redessinait tout en jouant, il le dessinait, il pouvait faire ça. Mais par ailleurs, il est musicien et trompettiste de formation. Donc, la trompette est très présente dans les didascalies de Claudel, mais c'est aussi la trompette qui a donné l'envie d'avoir de l'or, encore de l'or et encore du métal doré. Il y avait un rapport entre son décor et son instrument qui était très beau, puisque c'est lui qui ouvrait le soulier de satin avec ses coups de trompette. Trompette qui, évidemment, pouvait rappeler les trompettes d'Avignon, ou qui jouait un peu avec cette idée-là. Trompettes qui sont d'ailleurs devenues aussi plus tard le jingle d'ouverture des salles de l'Odéon. C'est le même enregistrement. Donc, il y a un rôle fondamental de la trompette, mais parce que la trompette est une forme d'angélisme très claudélien. C'est un angélisme viril. Ce n'est pas une harpe. Et la trompette est très claudélienne. Mais avec Pierre-André qui ouvrait et qui finissait aussi, il finissait avec des contre-raies, d'ailleurs il avait 12 contre-raies à la fin, qui finissaient, nous devions aussi jouer comme des trompettes. Ça c'était très important. Trompetter le texte, être aussi trompettant que la trompette qui ouvrait et qui fermait le soulier. Ça me plaît beaucoup cette idée parce que j'ai toujours imaginé, au-delà du jeu de mots, qu'il y avait une relation entre l'espace scénographique et l'espace sonore. Et le choix de ce collaborateur artiste montre absolument comment finalement la rétine et l'oreille dialoguent dans la perception que nous avons d'une scène de théâtre. Et oui, comme dit Claudel, l'œil écoute. Voilà. Mais tout le travail de Pierre-André tient à sa double formation de musicien et de scénographe, d'architecte et de chanteur lyrique, et donc de trouver ce que Baudelaire a appelé des correspondances, des liens intuitifs qui font qu'on passe d'un sens à un autre, et dans ce passage-là, on reconstitue une idée de la totalité. Donc c'est une idée aussi très claudélienne, que Claudel a pris certainement à Mallarmé. Donc la musique était absolument centrale, on ne pouvait pas faire sans musique, mais d'ailleurs, peut-on faire sans musique? Alors voilà maintenant ma dernière question avant qu'on fasse circuler la parole auprès des stagiaires qui doivent être très impatients. Je le sens à certains commentaires que je vois s'afficher en haut de l'écran. Quid de votre rapport à la captation
bon, le soulier de satin n'est pas la seule pièce que vous ayez mise en scène dont vous ayez accepté la captation. Mais là, je voudrais vous interroger sur, d'une part, la réception que vous avez eue du résultat du film, de la réalisation de Witold Krzyński. La question de votre collaboration, est-ce qu'il a fallu s'accorder sur un certain nombre de choses, puisque j'avais évoqué en introduction de ce séminaire une expérience que j'avais vécue où Antoine Vitesse, metteur en scène du Misanthrope, avait beaucoup dialogué avec Marcel Bluval, réalisateur de la captation, pour aménager un certain nombre d'images que sinon la caméra n'aurait pas pu saisir. Et puis, vous êtes l'éclairagiste du spectacle, donc quid également de ces points d'éclairage, hein. On en parle beaucoup en termes de captation. Il paraît qu'il faut relever le niveau d'éclairage pour que la caméra puisse être sensible à l'impression théâtrale qu'a le spectateur en salle. Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'aimerais traiter avec vous avant de passer la parole à nos stagiaires. On n'a pas travaillé avec les mêmes caméras que Vitesse, c'est ça qui est très fondamental. Les caméras numériques, d'abord, sont beaucoup plus légères. Elles ont une sensibilité aux lumières basses vraiment accrue, qui fait qu'on n'a pas besoin de défigurer la lumière du spectacle. Moi, j'étais absolument intègre jusqu'à l'intégrisme. Il fallait pas toucher à un point de changement de lumière. C'est pour ça que j'avais demandé à ce que ce soit Witold qui fasse cette captation. On avait beaucoup travaillé ensemble parce que j'avais confiance en lui et parce que je savais que maintenant, il y avait des caméras qui ne nécessitaient absolument aucun changement. Il n'y a aucun problème technique, à vrai dire, et il y a des problèmes d'habitus. Il y a plusieurs caméras. Il y a toujours un moment où il y a une caméra qui est sur un point de lumière. Alors, si vous voulez qu'à tout moment, tout soit couvert, que tout le plateau soit couvert à tout moment, on arrive à un plein feu qui ressemble à une émission de télé-réalité. Franchement, la façon dont on fait de la lumière à la télévision me fait vomir. Parce que c'est la disparition du… Mais parce qu'en réalité, il n'y a aucun artiste. C'est simplement des gens qui ont les yeux sur les réglages et qui appliquent des normes qui n'ont absolument aucun sens. On est obligé de leur rappeler quelquefois que la scène se passe en pleine nuit et que donc c'est la nuit et donc c'est pas suréclairé. Donc c'est quelque chose qui doit évoluer, qui a beaucoup évolué parce que les caméras ont évolué. J'ai fait beaucoup de captations dans ma vie et notamment à l'opéra. Quand j'ai un bon réalisateur, il ne touche à rien du spectacle. Et quand j'ai un mauvais réalisateur, j'ai quelqu'un qui me fout des pleins feux, qui vient en douce rajouter des projecteurs. Là, j'ai tout connu du cauchemar de la mise en scène. En réalité, ce qu'il faut surtout, c'est que le réalisateur connaisse l'œuvre. Et là, ils avaient fait un remarquable travail parce qu'ils connaissaient vraiment très bien l'œuvre pour faire le montage. Dans mon souvenir, excusez-moi, je ne m'en rappelle pas très bien, la captation avait lieu en plus en direct. Et moi, je faisais un direct live. Je crois que j'ai pu échanger avec des spectateurs du live qui étaient en Afrique et au Japon pendant les 11 heures. Ça, c'était tout à fait exaltant. Pouvoir échanger comme ça en direct pendant la captation, dans les entr'actes, avec les spectateurs. Moi, je l'ai vu en morcelé, c'est-à-dire que ça a été probablement rediffusé les dimanches matins, tôt, vers 9h50, 10h, en 6 épisodes sur Arte, je crois. Et voilà, donc ça devait être une deuxième diffusion, j'imagine, après la diffusion en direct dont vous parlez. Mais à cette époque-là, le replay n'existait pas, hein, je le dis pour les plus jeunes. Il n'y avait pas de possibilité de replay. Alors, ça a changé complètement les choses. Oui. On peut mettre en ligne le soulier de satin.
et l'avaler de la dose homéopathique. Et ça change tout. Ça a tout changé dans le rapport aux captations. C'est extraordinaire. Oui, absolument. C'est extraordinaire. On a un véritable trésor. C'est un patrimoine extraordinaire. Notre patrimoine de captation est extraordinaire. Mais par exemple, sur des questions de gros plans, sur des questions de réduction d'image, vous n'avez pas eu à intervenir auprès de votre ami Witold pour recadrer un certain nombre d'éléments à sa demande? Non, non. J'avais fait avant lui une autre pièce fleuve qui était Les Vainqueurs, qui durait 10 heures. Et là, j'avais pu passer une semaine avec lui à Bruxelles pour retravailler sur le montage. Mais c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, je n'ai pas pu le faire et j'avais une confiance absolue dans le montage. Là, à l'époque, j'avais pu le faire un peu pour la captation des Vainqueurs. Je ne l'ai pas fait pour le Soulier de Satin. De toute façon, c'était une captation en live avec un direct. Je crois qu'après, il y a eu encore un retravail de montage qui a été fait. Mais c'est assez vertigineux, hein, et il faut le faire, de capter 11 heures de Soulier de Satin. Je crois que la captation vous le dites, ça... chez Vitesse a été fait très différemment. Ça a été, je crois que c'est une captation d'une représentation à Bruxelles, que d'ailleurs la troupe n'aimait pas beaucoup. Et je crois qu'ils l'ont fait en plusieurs soirées et qu'ils ont réussi à mettre bout à bout. C'était très, très différent. Nous, évidemment, on pouvait pas se rattraper. Évidemment, il y a des erreurs de texte dans les 11 heures. Il y a évidemment beaucoup d'erreurs ici et là. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'hésitation, de reprise, de lapsus. Enfin, c'est quand même tout à fait bien joué. On l'avait quand même bien joué, mais il n'y a pas beaucoup de trous, il n'y a pas beaucoup d'accidents, c'est vrai. Moi, je les vois, le public ne les voit pas. Oui. Il y a, dans la 4e journée, il y a Philippe Girard qui reprend un mot et encore, c'est quasi invisible et inaudible. Enfin, c'est remarquable. C'est surhumain. Ah bah, totalement. C'est surhumain. Pardon, c'est pas le sujet, mais ça a un peu surpris le choix de Philippe dans le rôle de Rodrigue. Mais moi, je ne voyais pas du tout Rodrigue comme un jeune premier. Vitesse le voyait comme un jeune premier, je crois, par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il le voyait comme plus jeune que lui. Or, moi, je voyais surtout le vieux Rodrigue. Je me voyais comme un jeune homme vis-à-vis de Rodrigue. Philippe, qui était entre les deux, il était entre les deux, mais il avait plus l'emploi de jouer le vieux Rodrigue que le jeune. Tandis que Sandre, surtout Sandre à 30 ans, il avait ce côté jeune premier romantique que n'avait pas Philippe. Mais ça, c'était intéressant parce qu'au moins, ça changeait complètement la vision qu'on pouvait avoir de Rodrigue. Évidemment, il y a des idées, des visions différentes. Et en même temps, on sentait que Didier Sandre portait en lui l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est presque le même problème dont on parle pour Per Gynt, par exemple. Quel âge donner à l'acteur qui joue Per Gynt? Faut-il le distribuer à partir de l'apparence d'un jeune homme ou le distribuer à partir de son vieillissement en lui? Enfin, j'ai même vu des Per Gynt, il y avait 10 Per Gynt, comme ça, qui changeaient presque, qu'on voyait vieillir. Mais bon, c'est quand même pas mal le passage de relais comme ça. C'est beaucoup plus extraordinaire quand même d'avoir un acteur qui assume. Et évidemment, la fatigue de l'acteur joue aussi avec son vieillissement. Mais bon, Philippe pouvait faire ça. Et ce qu'il fallait surtout, c'était qu'on arrive à définir le lyrisme, une esthétique du jeu qui devait être lyrique. Je pense qu'on est plus lyrique encore que Vitesse. Alors qu'on reprochait aux acteurs de Vitesse de crier tout le temps, je pense qu'on était beaucoup plus lyrique encore. Mais pour autant, il ne faut pas simplement grimper au rideau. Il faut qu'on garde du concret. Et ça, j'avais été très scrupuleux parce que j'avais toujours le manuscrit avec moi.
Claudel n'écrit jamais A à H, point d'exclamation. Ça, c'est le scribe de NRF qui a rajouté le point d'exclamation. Claudel, il écrit A, H, aucune ponctuation. Donc, dans tous les A, il ne faut pas faire A, tous les A. Voilà, c'est un petit A, c'est une cheville. Et on a essayé de retirer de tous ces points d'exclamation qu'il y a dans la version Gallimard, et la Pléiade, c'est pareil. Il faudrait retirer tous ces points d'exclamation parce que ce n'est pas Claudel. Claudel est beaucoup plus tripal, il est plus direct. Et c'est à partir de cet élément concret qu'on peut fonder un lyrisme qui ne soit pas du ronron, qui ne sature pas dans les barres. Il y a un point commun, en tout cas, entre la mise en scène d'Antoine Vitez et la vôtre, en ce qui concerne la direction de l'acteur et la lecture du texte, c'est la question du souffle qui doit courir sur la totalité du verset. Aucune respiration tolérée à mi-parcours. Enfin, si on a quand même toléré beaucoup parce que c'est un point d'horizon. Voilà, c'est un point d'horizon. On sait qu'il faut jouer long, mais ça exige aussi qu'on joue rapide. Parce que comme le verset est long, plus il est long, plus il faut jouer vite pour ne pas respirer au milieu du verset. Mais enfin, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. L'idée du souffle, elle est commune à vos deux mises en scène. Oui, bien sûr. Surtout si on compare avec Barrault et Emmanuel de Oliveira. Emmanuel de Oliveira, quand j'ai revu le film, j'ai été surpris d'un jeu très intimisé, mais qui tient aussi au micro, évidemment. C'est beaucoup moins psychologisé, intimisé. Alors, moi, je pense qu'il faut chanter. De toute façon, je pense qu'il faut toujours chanter. Même quand on joue Tchekhov, il faut chanter. Seulement, le problème, c'est qu'il faut chanter bien. Alors, souvent, quand on dit « Ah, ça chante », c'est que ça chante mal. Ce n'est pas la question du lyrisme en soi. C'est que si on fait du lyrisme, il faut l'assumer. Et il faut que ce soit beau. Donc, c'est là qu'il y a un travail. Philippe, je te rends l'antenne pour faire circuler peut-être la parole pour les questions de nos auditeurs patients depuis un peu plus d'une heure. Donc voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. J'aimerais qu'on termine cet entretien par quelques questions de participants. Alors, en effet, n'hésitez pas à profiter de cet instant. Je pense qu'il y a plein de pistes que l'on avait ouvertes en plus au cours des jours précédents, sur lesquelles finalement cet entretien a permis de revenir, y compris des pistes que vous-même vous allez suivre au moment du travail justement de lecture du texte. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cet instant. Peut-être une première question pour revenir sur la distribution, parce qu'on avait quand même noté aussi sur Philippe Girard que vous ne lui avez pas confié que le rôle de Rodrigue, et vous lui avez aussi confié le rôle du père jésuite. Et ça, c'était une lecture aussi particulière sur laquelle peut-être ça serait intéressant de revenir. Oui, c'est son jumeau, donc voilà. C'était jouable, mais c'est vrai que ça rallongeait encore le rôle de Philippe. Sachant qu'on a eu l'occasion d'interviewer aussi bien Philippe Girard que Didier Sandre, et c'est vrai que les deux évoquent cette souffrance finalement. Cette souffrance de la traversée du rôle de Rodrigue, souffrance qui était parfois… Ils l'ont vécu les deux comme un cauchemar. Ils l'ont vécu, je ne sais pas comment ils en parlent aujourd'hui, mais en tout cas, moi, quand j'en ai parlé avec eux, ils l'ont vécu les deux comme un cauchemar. Ouais. Vraiment comme une épreuve physique. Philippe était un peu spécialiste de ce genre de sport de l'extrême, puisqu'il a pratiquement failli mourir en jouant le roi Lear. Mais ils l'ont vécu comme un cauchemar, oui. Comme quelque chose d'extrêmement éprouvant et éprouvant au-delà du principe de plaisir. Didier Sandre en parle de façon extrêmement claire et explicite de cette souffrance, en effet. Du fait que pour lui, il avait l'impression de vraiment d'être toujours sur le fil avec qu'une peur, c'est de tomber malade
pendant les représentations, de ne pas pouvoir assumer ça jusqu'au bout. Mais en effet, ça avait l'air très compliqué. Il y avait des questions aussi. Une question parce qu'il y a un chat en même temps, donc je rebondis sur certaines questions. N'hésitez pas à intervenir aussi, tout le monde. Un de nos stagiaires revient sur le choix de Michel Faux en actrice. Est-ce que pour vous c'était un choix évident, voilà, étant donné le potentiel de Michel Faux ou, Oui, c'était un choix évident parce que on voulait rappeler le théâtre shakespearien qui, comme chacun sait, était joué par des hommes, et donc il fallait qu'il y ait une idée shakespearienne qui s'inscrive là, et puis il faisait ça évidemment de manière absolument géniale. Puis d'ailleurs, on ne voyait pas tellement un homme jouant l'actrice quand on voyait Michel. Il y a une question à laquelle j'ai repensé en revoyant là, cette fois-ci les DVD que j'avais enregistrés par rapport à l'année qu'on vient de passer concernant toutes sortes de polémiques sur les acteurs asiatiques, les acteurs noirs, le blackface, etc. J'ai presque le sentiment que si le spectacle était rejoué aujourd'hui comme vous l'avez dirigé, comme vous l'avez choisi, le rôle de Joe Barbara confié à Sissi du Parc ferait problème. Vous y avez repensé à ça ou pas? Alors, j'en ai beaucoup parlé avec Sylviane, notamment il y a 3 semaines. Mais je pense qu'on ferait la même chose pour 2 raisons. D'abord parce que Sylviane est métisse, donc ce n'est pas une actrice blanche qui jouait le rôle de la négresse. D'autre part parce qu'elle est maquillée en bleu, je crois. Oui, absolument. C'est blackface. Donc je pense qu'on ne s'était pas trompé, pas trop trompé sur la question éthique. Les malentendus sont les malentendus. Je ne sais pas comment ce serait perçu aujourd'hui. Par contre, il est difficile de nier qu'il y a dans la caractérisation du chinois et de la négresse ou même du japonais un exotisme un peu facile, des stéréotypes auxquels Claudel n'échappe pas, et même une vision un peu raciste, il faut dire les choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'essaierai de désamorcer les éléments de racisme inconscient que Claudel a pu mettre dans ces personnages-là. Merci beaucoup d'avoir répondu là-dessus, mais on pourrait prolonger par une réflexion sur ce que c'est que le théâtre. Le théâtre, c'est de la fiction et la fiction autorise tout. Mais bon, dans les temps qui courent, c'est une idée difficile. Gardons-le comme un débat, parce que dans un débat, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Il y a des arguments des 2 côtés qui sont intéressants aussi. Je pense que l'appropriation culturelle n'est pas une idée complètement stupide inventée par des Américains qui ont trop bu. Ça n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très gênantes dans l'appropriation culturelle et je ne suis pas à l'aise avec Intolérance de Griffiths et je ne suis pas à l'aise avec Autant l'emporte le vent, avec le regard que j'en ai aujourd'hui. Donc, il faut être éveillé sur ces questions-là. On ne peut pas faire de l'appropriation culturelle, exotique et finalement raciste. Il faut être éveillé sur ces questions-là. Ça me semble important. Merci. Parmi nos stagiaires, Sever, est-ce que tu as une question à poser? Oui. Olivier vous présente Sever Martineau Lagarde qui a fait sa thèse sur la bouffonnerie chez Claudel et je suis certain que peut-être il voudrait évoquer avec vous cet aspect-là. En fait, je n'avais pas une question sur la bouffonnerie. Je suis émerveillé par ce que vous avez fait sur le comique dans Le Soulier de Satin, donc je suis comblé. Mais j'avais une question sur… Vous avez dit que la ligne directrice de la mise en scène d'Antoine Vitesse, c'était la ligne autobiographique et que vous aviez travaillé sur autre chose. Et alors du coup, est-ce que vous avez eu une ligne directrice et quelle était-elle?
Non, j'en ai pas eu qu'une. J'ai essayé de les évoquer. Pour faire vite, je dirais que j'en ai eu deux. La première, c'était la question du globe. Parce que la globalisation est un mot qui n'existait pas en 88. L'autre, c'était la question de la transcendance. Il ne faut pas oublier que Claudel rencontre, quand il a 25 ans, Rimbaud, qui est son grand amour, et que le personnage de Camille, par certains côtés, aussi est Rimbaud. Et puis il rencontre les Roses, avec une femme qui s'appelle Rose, c'est quand même trop beau pour être vrai, et c'est vrai, mais c'est pas simplement qu'il rencontre la poésie et le sexe, c'est qu'il rencontre la possibilité d'une transcendance qui ne serait pas celle du Christ. Et puis il rencontre aussi la transcendance du Christ. Alors il a toutes les grâces, Paul. Il est attiré par le haut et il ne sait pas quelle échelle choisir. Rimbaud en est une. Mais tout ça s'inscrit dans le dialogue qu'il vient d'avoir, parce qu'il a 25 ans quand il lit Rimbaud, et personne n'a lu Rimbaud. Il faut bien imaginer qu'il a dû avoir une édition de 92 ou de 93. Il est le contemporain de Rimbaud. Ça nous semble inimaginable, parce qu'on voit toujours le vieillard de Brand, mais il est contemporain de Rimbaud. Tout ça s'inscrit dans le dialogue qu'il a eu avec Camille. Si Camille s'appelle bien Camille dans Le Soulier de Satin, c'est parce que sa sœur s'appelait Camille et que c'est son dialogue avec Camille. Or, Camille, elle s'intéresse à la matière, elle fait une cathédrale avec de la boue quand Paul essaye de la faire avec du souffle. Le dialogue entre Prouès et Camille, c'est le dialogue entre Claudel et Camille. Et on peut imaginer que les murs remplis d'excréments de la chambre de Camille sont presque une œuvre d'art, enfin sont une parole en tout cas, sont une parole à laquelle Claudel ne peut pas échapper, mais à laquelle il cherche à échapper. Il lui faut à tout prix trouver des éléments de transcendance qui fassent qu'il ne tombe pas dans la folie de Camille, qui est la folie de ne plus croire qu'en la matière. Et ça, il le sait jusqu'à l'horreur. On peut lui reprocher de ne pas être allé voir Camille à Avignon. Je ne fais pas de procès à Claudel, j'ai toujours été son avocat. Donc j'ai pris le rôle de l'avocat, mais là, il faut reconnaître qu'il n'est pas allé la voir. Voilà. Il n'est pas allé la voir 2 fois en 20 ans. Le dialogue avec Camille, c'est le dialogue avec un négateur, pas avec un négateur de la transcendance, car peut-être que Camille, dans Le Soulier de Satin, est le personnage le plus spirituel. C'est celui qui a plus soif que tous les autres. Rodrigue, à bien des égards, refuse la transcendance. C'est cette transcendance-là, mais c'est une transcendance qui n'est pas celle du Christ. Claudel rencontre Rimbaud, Camille, Rose, Vetch et le Christ. Et tout ce combat incroyable est intime d'abord, est vécu dans sa chair d'abord, et il n'est véritablement compris que comme un dessein providentiel à l'époque de la rédaction du Soulier de Satin, qui en plus disparaît dans le tremblement de terre et qu'il doit réécrire une 2e fois. Et quand il a écrit le Soulier de Satin, c'est-à-dire quand il a pu établir un dialogue qui ait du sens entre Rimbaud, sa sœur, la femme qu'il a aimée et le Christ, alors il n'a plus besoin d'écrire du théâtre et il s'arrête. Il fait Christophe Colomb, mais tout le monde sait bien que c'est une 2e mot du Soulier de Satin. Et c'était une œuvre de commande. Et il n'abandonne pas la littérature, ni la poésie, ni l'exégèse, mais le théâtre, ça n'est plus utile, parce que le théâtre, c'est le lieu même de tous les conflits intellectuels. Il fallait qu'il comprenne par Rimbaud, par le Christ, par sa sœur et par Rose, que le moi n'existe pas. Il fallait faire sauter le cogito ergo sum, il fallait rompre avec toute philosophie issue du cogito. Ce n'est pas pour rien que Lacan écrira son séminaire, un de ses plus beaux séminaires, et il le titrera par « Encore ». Encore est la phrase que le Prouès dit à l'ange. C'est-à-dire qu'à l'endroit même de la jouissance féminine, comme on dit en psychanalyse, il y a la parole la plus puissante qu'on puisse avoir sur la construction de l'humain, à savoir que l'ego est un leurre. Et l'aventure du Soulier de Satin,
c'est la douloureuse déchirure de l'ego, de la séparation de l'ego d'avec l'ego, jusqu'à ne plus voir que les étoiles. Et cela, la théologie seule dans les livres ne peut pas le faire. Et cela, la rencontre avec des gens intelligents ou des prêtres puissants ne peut pas le faire. Pour cela, il faut une rencontre personnelle. C'est la rencontre avec Rose, c'est la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre avec Rimbaud qui nous apprend que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons que mettre ce rien au pied de quelque chose qui nous dépasse. Cette aventure-là, c'est l'aventure du soulier de satin et c'est pour ça qu'il y a une jeunesse qui trouve encore quelque chose où l'amour n'est pas simplement un échange commercial, comme on le voit de plus en plus à l'américaine, contractuelle, mais une expérience redoutable qui nous apprend que nous n'existons pas, qui nous révèle la mort et qui nous révèle que nous n'existons pas. Pardon, j'ai un peu glissé. Non, c'était. On peut bien vous suivre sur cette pente, aucun souci, Olivier. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. En tout cas, si vous cherchez une petite salle pour jouer le soulier, je sais que 2 stagiaires vous proposent une salle à Chaumont qui s'appelle le Nouveau Relax et qu'elle serait très heureuse de vous y accueillir. Très bien, on fera ça quand je serai plus directeur du Festival d'Avignon. On pourra faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autrement, on avait convenu de toute façon de s'arrêter à 16h. Il est presque 16h. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais déjà, mille merci. Mais peut-être y a-t-il une dernière question parmi nos stagiaires? Je voulais vous poser une question à propos de la toute fin de votre soulier. Vous faites réapparaître le soulier de Prouès offert à la Vierge au tout début de la pièce. Est-ce que vous aviez connaissance d'une intuition qu'avait eue Antoine Vitesse de le faire réapparaître ce soulier, mais finalement qui n'avait pas été menée à son terme pour laisser la parole véritablement à Claudel et ne pas ressusciter un souvenir ancien finalement de la mise en scène? Est-ce que vous aviez une connaissance de cette intuition dans votre propre geste final? Pas du tout. Je me suis inspiré de Peer Gynt. Parce qu'à la fin de Peer Gynt, il y a aussi les accessoires qui ont fait la vie de Peer Gynt qui sont vendus aux enchères. Donc, on a repris exactement la même idée avec des accessoires. Et la sœur chiffonnière, qui était jouée donc par Madeleine Marion et par Mireille Hersmeyer dans notre version. Par contre, c'est la même interprétation que celle de Vitesse, c'est-à-dire que c'est la mort. Oui, l'allégorie de la mort. Oui. Eh bien, en travaillant, j'ai eu un petit remords, mais c'était fait. On avait déjà fait le costume de la mort et Mireille l'avait déjà travaillé comme ça. Mais je ne suis pas certain que je le ferai comme ça. On ne sait pas si c'est la mort. C'est peut-être la grâce, tout autant que la mort. C'est peut-être la vérité. Là, je dois dire que j'ai été influencé par Vitesse dans l'idée que cette sœur qui vient à la fin, cette sœur de charité, ne pouvait être autre que la mort. Mais le poème de Rimbaud sur les sœurs de charité ne fait pas des sœurs de charité une miséricorde qui n'apparaîtrait que par la mort. Je pense que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que j'ai suivi Vitesse, mais on s'est trompé là. On s'est trompé. C'est pas ça la Sainte Thérèse qui vient à la fin. C'est pas ça. C'est la miséricorde, cette femme. Voilà, qui reprend tous les objets cassés et qui arrive à les inscrire dans une signification. Comme au théâtre, n'importe quel objet cassé peut faire signe. Alors, je pense qu'il y a là une miséricorde qui tient à l'herméneutique du théâtre, à la façon qu'a le théâtre de rendre les signes signifiants. Et je ne referai pas ça comme ça aujourd'hui. D'une certaine manière, en tout cas, ce que j'avais énormément apprécié. Pardon. Vas-y, Yannick. Tu reprendras la parole après. Comment ?
Yannick commence et puis Sever continuera. Non, Yannick, vas-y. Ouais. Simplement, ce que je voulais dire à Olivier, c'est que j'avais énormément aimé dans sa mise en scène le fait qu'il explicite, parce que parfois, un signe doit être explicité pour être riche et mettre en œuvre l'imaginaire, que sa Vierge, celle qui reçoit le soulier dans cette façade dorée, très stylisée de l'église, que sa Vierge soit justement porteuse d'un cœur rouge troué, enfin, de cette épée, et que précisément, hein, ça permette au spectateur d'annoncer en quelque sorte la prolongation de la vie de Prouès en celle de la petite Marie, et du coup d'enrichir la séquence de la 4e journée de ce long dialogue sur l'Afrique ou l'Angleterre entre Marie et Don Rodrigue. Ça m'a, c'est quelque chose. La vénération du cœur de Marie. J'aime énormément au théâtre des événements à venir. Voilà. Bien sûr, la vénération du cœur de Marie c'est assez tardif, hein, c'est presque contemporain de l'écriture du soulier de satin. C'est une religiosité d'avant-guerre, mais j'avais été frappé par le fait que le cœur de Marie est représenté percé de 7 épées et que le nom de 7 épées ne vient donc pas ailleurs que dans la contemplation de ces images du cœur de Marie. Absolument. Qui sont le symbole des 7 douleurs ressenties par la Vierge Marie dans les épreuves traversées par son Fils. Ce qui est extraordinaire, c'est que les questions théologiques, la grâce, la providence, ont passionné une jeunesse, des adolescents qui étaient très éloignés de cette culture-là. Donc, et bien sûr qu'il faut pas être, il n'y a pas besoin d'être catholique pour aimer Claudel, il faut juste être claudélien, bien évidemment, mais j'ai été fasciné de voir que ce qui pouvait sembler anachronique, en fait, passionnait absolument une jeunesse. Et je pense notamment à la scène avec l'ange, la définition de la grâce comme une joie qui demande encore. Tout ça est absolument magnifique. C'est très compliqué à représenter dans le soulier de satin parce que c'est comme dans les feuilletons américains, il y a des feuilles temporelles, il y a des éléments d'un autre moment qui arrivent. Le purgatoire étant associé au Japon, l'Amérique associée à la double bourse et la double mamelle, c'est-à-dire au corps, c'est-à-dire le parcours à travers le monde implique que chaque pays a un sens symbolique dans la construction intellectuelle du soulier de satin. C'est très très compliqué. En général, quand je veux faire un cours sur le soulier de satin, je montre simplement la carte du monde et je raconte comment on part de la foi qui est l'Espagne, mais qui est la France, comment on traverse un premier océan, comment on arrive à rompre ce continent par les deux bouts en perçant le canal de Panama, et en faisant ce geste-là, on réunit le spirituel et le charnel. Ça, personne ne l'a fait comme lui. C'est-à-dire qu'il hérite du 19e siècle où le sujet majeur de toutes les pièces qu'on joue à l'Odéon, de tous les opéras qu'on joue à la salle de Pelletier, c'est le combat entre l'Éros et l'Agapé. Et Claudel dit, j'ai percé le canal de Panama, j'ai réuni l'Éros et l'Agapé dans un seul grand amour qui est la base même de notre construction politique et qui s'inscrit au plus intime, au plus viscéral de nos vies. Là, il fait une proposition politique, théologique, amoureuse, littéraire, qui est encore valable aujourd'hui, qui est loin d'être résolue. Sever, si tu avais une dernière question. Non, ce n'était pas une question. Pour revenir là-dessus, Claudel citait Lacordaire qui disait « Il n'y a pas deux amours ». Oui, Eros, c'est Agapé.
Eros, c'est la préfiguration d'Agapé. Et Hello dit il ne peut y avoir deux infinis. Mathématiquement, il ne peut pas y avoir deux infinis. Donc, ça veut dire qu'il a réuni le côté de Proust et le côté de Guermantes et qu'il a compris que ce qu'il avait compris en lisant Rimbaud, en rencontrant le Christ ou en se masturbant en pensant aux femmes du Brésil, tout ça n'était qu'un. Et que ça s'appelait l'aspiration de l'homme à une connaissance de son mystère, comme mystère. Bon. Difficile de rebondir après ça. C'est une note masturbatoire. Énorme. Merci. Bien, Olivier, merci mille fois de nous avoir accompagnés dans ce moment. Voilà, qui est un jalon de plus dans cette formation et qui nous a permis de revisiter et d'approfondir un certain nombre des questions que nous avions soulevées. Vraiment, mille merci. Et puis, j'espère à très vite à Avignon pour d'autres aventures. Alors moi, j'ai un dernier souhait avant de vous quitter. Ça sera la conclusion. J'aimerais bien qu'il y ait un jeune metteur en scène qui monte le soulier de satin et qui le fasse comme un hommage à Olivier Py. Que diriez-vous d'une jeune méthode? Oui, excusez-moi, je n'ai pas été inclusif. Vous savez, je suis vraiment honteux. Excusez-moi, ce serait encore mieux, évidemment. Ce serait beaucoup mieux. Merci à tous. Merci infiniment.